Bonjour à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Niro. Salut Niro, comment ça va? Ça va et toi, mon frère? Ça va, merci. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de te présenter, mais pour situer un peu rapidement, t'es né à Orléans en 87, t'as formé un premier groupe de rap à 10 ans qui s'appelait YNTK, Exactement. et sur le premier morceau de ton premier album, tu te définis comme le meilleur de ta génération. Comment on arrive aussi jeune à avoir une telle confiance en soi? Parce qu'à l'époque, c'était les critères nécessaires pour réussir dans le rap. Il fallait un peu d'arrogance, il fallait un peu de nonchalance, il fallait être sûr de soi. Il fallait crier au monde que t'es le meilleur, en fait. Donc ça a commencé comme ça. Donc après, tu fais ton bout de chemin, et en 2017, tu montes ton propre label Ambition Musique. Comment t'en es venu à te dire, je vais produire des artistes? C'était dans ma tête déjà depuis un moment. J'ai toujours eu pour ambition de créer mon label, de donner de la force à des jeunes qui n'ont pas forcément de lumière sur eux, ou des jeunes qui pour moi méritent, de par leur talent, de briller. Donc déjà de base, je voulais le faire avec des jeunes de mon quartier, etc., dans un premier temps. Ce que j'ai fait avec Nino B et tout. Et donc voilà, j'ai toujours eu cette ambition de vouloir produire des jeunes et de leur donner une chance. Et du coup, à quel point c'est compliqué d'allier les activités de rappeur, producteur, t'avais aussi ta marque de vêtements, tes pères de famille. Comment t'arrives à gérer tout ça? C'est pas toujours facile, mais c'est par la force des choses, hein. On n'a pas vraiment le choix. Après, je suis énormément aidé quand même par mon entourage, etc. Mais si, parfois c'est difficile, mais ça se gère. Ça se gère, hein. Après, le métier de producteur, c'est pas du tout la même chose que le métier d'artiste. Mais étant moi-même un artiste, j'arrive à savoir aussi les besoins d'un artiste, tu vois. Donc pour moi, c'était assez logique que je monte mon label et que je développe cette partie de mon business. Parce que justement, producteur, c'est une activité à part entière. Et toi, tu l'as appris sur le tas directement ou t'as été aidé par des gens qui connaissaient? J'ai appris sur le tas, on m'a aussi aidé, on m'a conseillé. J'ai des gens comme Mehdi Therapy, par exemple, à l'époque, qui m'a donné de très bons conseils pour tout ce qui est business, etc., tu vois. Mais ça s'apprend sur le tas, hein. C'est aussi avec mon expérience personnelle. J'ai dû apprendre je sais pas, des trucs basiques, les formes de contrat, la manière de travailler un album, le marketing, etc. Tout ça, je l'ai un peu appris sur le tas, ouais. Et j'ai cru entendre qu'il y a quelques années, tu bossais sur une série. C'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actu. Après, ça a mis un peu plus de temps que prévu parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte de la masse de travail que ça représentait. Ne serait-ce que pour trouver les bons acteurs, etc. Ça demande énormément de temps que je n'avais pas. Donc, mais j'ai avancé grave sur l'écriture, en fait. Surtout sur l'écriture, en fait, Et je voulais en faire une série au départ, mais une série, c'est trop long. Là, j'essaie de modifier la chose, de ramener ça comme un long métrage. J'ai des équipes avec qui j'ai commencé plus ou moins à en parler pour commencer à tourner. Et c'est là, ça se profile petit à petit. C'est pas mon domaine de prédilection de base, donc ça prend le temps que ça prend. Moi, ça me permet en même temps aussi de modifier mon synopsis, mon scénario, de modifier aussi par rapport aux acteurs que je pourrais avoir sous la main, de définir des rôles un peu plus affûtés, un peu plus affinés. Et donc je suis sur ça, je suis sur ce travail-là, mais ça prend du temps parce que je suis vraiment pas pressé pour ce truc-là. J'ai envie de faire bien, donc c'est pas mon domaine, donc il faut que je prenne mon temps, nécessairement. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parlera ou c'est encore confidentiel? C'est encore confidentiel, mais ça parle de la loyauté entre trois personnes issues du même milieu, mais qui n'étaient pas prédestinées à être du même milieu, en fait. Et ça parle surtout, globalement, de loyauté. Ok. Donc il y a encore un peu de temps, mais ça viendra. Inch'Allah, j'espère. On te le souhaite. Merci. Donc on disait sur ton label, tu as signé des artistes comme Nino B, comme Koro, qui sont des mecs avec qui tu rappes depuis tes débuts. Il y a aussi Zesso, je crois. Oui. Ça fait quoi de te dire que tu produis un artiste que beaucoup considèrent comme un pilier du rap? C'est un pilier du rap français, Zesso. Après, je le produis plus aujourd'hui. De base, c'était
C'était sur un projet. Je produisais ce qui était censé être son dernier projet. Après, l'amour de la musique l'a rattrapé, donc ça a fait qu'aujourd'hui, il continue. Mais de base, je produisais son dernier projet. Donc après, il a voulu continuer et je lui ai conseillé de monter sa structure parce que il a quand même cette faculté à pouvoir travailler seul. Il n'a pas nécessairement besoin de moi, en fait. Euh, Moi, j'étais intervenu un peu dans sa fin de carrière entre guillemets, parce que vraiment, à cette époque-là, il voulait arrêter en 2017, il me semble. Donc, il voulait sortir son dernier album. J'étais censé être dans la direction artistique de l'album. Et puis, je lui ai proposé de pouvoir sortir son projet dignement sur une structure comme à l'époque c'était Caroline chez Universal. Et donc je lui ai proposé, naturellement ça s'est fait et c'est un honneur de ouf. C'est un honneur parce que c'est vraiment véritablement un des piliers du rap français, en tout cas de ma génération. Il y a aussi Cénis, mais c'est pas vraiment un artiste qui fait du rap. Toi, est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu aimerais signer Bah, Cénis ne fait plus partie du label, Nino B il a arrêté sa carrière. Là j'ai un artiste que j'affectionne particulièrement qui s'appelle TIG, il s'appelle Tig, c'est un mec de Montpellier. C'est un jeune qui a énormément de talent, que j'ai décidé de prendre sous mon aile récemment. Et donc là, je suis concentré sur TIG. Bon, Koro, c'est je t'aime moi non plus un peu avec la musique. Donc de temps en temps, il se permet de sortir des choses, etc. Il essaie de voir, de prendre la température. J'attends évidemment qu'il me sorte un projet au plus vite. Mais il a des projets dans la vie de tous les jours qui font qu'il n'a pas nécessairement le temps. Mais là, je suis concentré sur Tig et sur un autre artiste qui s'appelle Lil Star, qui est un artiste connu, lui, pour le coup, qui vient du Luxembourg, qui est très connu là-bas. Ok. Et j'ai décelé chez lui une fibre artistique intéressante qui colle pas du tout à mon univers, mais j'ai trouvé beaucoup de charme à ce qu'il fait, à sa musique. Et donc, bah, pareil, hein, j'essaie de développer un projet autour. Après, ça reste des projets, j'essaie pas de leur monter une carrière non plus, tu vois, je pourrais pas avoir cette prétention-là. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de leur apporter bah, mes plugs, mes contacts, de sorte à ce qu'on puisse sortir des projets. Donc voilà. Mais là, pour l'avenir de Ambition Music, c'est TIG, du 34. Ok, donc retenez bien le nom alors. Mhm. Et je crois que tu fais des prods aussi. Ouais. T'as commencé très jeune avec un piano au Maroc. Exactement. Et il y a quasiment la moitié des morceaux de ton dernier album qui étaient produits par toi. Mhm. Est-ce que ça t'arrive de placer pour d'autres artistes ou pas du tout? Non, pas du tout. Après, j'ai déjà bossé avec d'autres artistes dans l'objectif de faire. Après, il y a la plupart, ça n'a pas été au bout parce que moi non plus, j'ai pas forcément cette fibre finale de rendre des instrus. Bah, j'ai pas la prétention de dire que je suis beatmaker, par exemple, tu vois. Je pense que je compose mes idées. Mes idées, elles sont très basiques. Et après les beatmakers qui sont autour de moi, ils développent. Mais j'ai pas vraiment eu cette ambition d'aller proposer des prods à d'autres gens. Pourtant, j'ai des rappeurs qui me demandent, tu vois. Qui ont kiffé tel ou tel titre, ils aimeraient que je leur fasse un truc dans l'esprit et tout. Mais je pense que pour être beatmaker, il faut être beatmaker à plein temps et j'ai pas ce temps, en fait. En 2020, tu as décidé de sortir un EP par mois pendant 9 mois, avec à la fois un jeune artiste et une tête d'affiche. Pourquoi avoir décidé d'avoir cette productivité? Bah pour cette époque-là, je trouvais que c'était original en termes de marketing déjà, et puis même au niveau En fait, je voulais casser les codes de rendre un album tout fabriqué. Je voulais vraiment casser cette manière d'envoyer de la musique. Donc je me suis dit, un album, on peut l'envoyer en 10 fois si on veut. En réalité, c'est pas... Et pourquoi j'ai mis l'accent sur le fait d'inviter un artiste connu et un autre moins connu? C'est pour, bah, déjà, pour l'artiste connu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent, moi, artistiquement, avec ces gens-là, comme Soul King ou PLK ou autres. Et puis, il y a aussi cette volonté de mettre les jeunes en avant, des jeunes que je considère qui ont réellement du talent, tu vois. Et pas juste un effet de buzz. C'était une démarche purement artistique, tu vois. Et du coup, ça a donné l'album Salmôme.
Et dedans, tu te confies un peu sur le fait que tu as besoin de couper avec l'industrie. Je voulais savoir, après 10 ans à sortir des projets quasiment chaque année, quelle vision on a du rap aujourd'hui et comment on arrive à pas décrocher? Après 10 ans, j'ai une vision intacte. Hein. Enfin, ce que je considère intact. J'aime toujours autant cette musique. Je considère qu'elle a bien évolué, surtout en termes de business, tu vois. Je trouve que les jeunes, ils sont beaucoup plus informés qu'avant. C'est une très bonne chose. Il y a des labels qui se développent, il y a des mecs de banlieue qui créent des labels, qui arrivent à faire péter des artistes. Et je trouve ça positif. Je trouve ça très positif. On pourrait croire qu'au bout de 10 ans, ça aurait pu me lasser. Parfois, je suis lassé, effectivement. Mais je pense que c'est une flamme qui s'éteindra jamais. Parce que toi, tu l'as déjà dit, mais tu es un peu à l'écart de ce milieu. Essaye de pas trop te mélanger. En quoi ça te fait du bien, ça? Ça me préserve, surtout. Ça me préserve peut-être de certaines relations néfastes ou toxiques que je pourrais avoir avec ce milieu. Mais ça me préserve de beaucoup de choses. Je me mets à l'abri de beaucoup de choses. Je mets aussi à l'abri les miens, tu vois. Qui eux, pour le coup, n'ont pas forcément envie d'être dans ce milieu-là, tu vois. Donc j'essaie de faire en sorte que ma vie privée elle reste privée et puis que ma musique, de vendre que de la musique, en fait. J'ai rien envie de vendre d'autre, à part de la musique et du textile. J'ai pas forcément envie de rentrer dans un truc de réseaux sociaux, de squatter dans tous les studios, de fréquenter ce milieu, plus que je le fréquente déjà, en fait, tu vois. Je pense que c'est très bien aussi de garder une distance et d'avoir un certain recul avec ce milieu. Ça permet aussi de garder la tête sur les épaules et de développer mon business de manière tranquille, tu vois. Parce qu'il y a une chose que j'aime bien chez toi, c'est que tu as toujours cette transparence sur le fait que le rap, c'est une passion, mais c'est aussi un business. Pour toi, est-ce que c'est important d'avoir cette honnêteté avec les gens? Mais déjà avec soi-même. C'est déjà... Pour moi, être honnête avec les gens, c'est pas spécialement la priorité en réalité. Pour moi, être honnête avec soi-même, c'est être honnête avec les gens déjà. Donc moi, je suis honnête avec moi-même. Je pense que la musique, c'est un business, oui, certes, mais ça reste aussi avant tout une passion. Et moi, je suis d'une génération de grands passionnés, tu vois. On n'avait pas l'accès aussi facilement à la musique comme aujourd'hui. Donc du coup, je pense qu'on a développé une certaine sensibilité avec cette musique qui est plus importante qu'aujourd'hui, je pense, vraiment. Parce que par exemple, sur ton album Oxymore, tu l'avais sorti en 2 parties. Tu avais été honnête sur le fait que, certes, tu faisais de la musique, mais c'était aussi une manière de faire plus de ventes. Et depuis, on a de plus en plus d'artistes qui sortent des doubles projets ou qui adoptent cette stratégie. Comment toi, tu le vois, le fait que... Enfin, tu as un peu lancé ce truc? De lancer le fait d'envoyer des projets séparément, En plusieurs etc. parties, ouais. Je ne sais pas si j'ai lancé véritablement ça. Je pense qu'il y en a eu d'autres, peut-être avec moins d'impact. Je ne sais pas vraiment. J'ai pas de visu sur ça, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai toujours cherché à développer autre chose en termes de marketing, autre chose en termes de rendu d'album. J'essaie d'innover à chaque fois. À chaque fois que je fais une proposition, il faut que ce soit quelque chose d'innovant, tu vois. Et, dû au fait qu'à l'époque, j'avais pas forcément l'exposition peut-être que j'ai aujourd'hui, tu vois. J'ai dû être plus créatif, j'ai dû trouver des idées alternatives en termes de marketing, en termes de rendement, peut-être pour développer mon business de manière positive. Après, ce que je pense, le fait est que les gens aient refait ça derrière, après que je l'ai fait, je trouve ça mortel, je trouve ça positif de ouf. Et beaucoup ont constaté que oui, effectivement, en termes de business, c'est mieux d'envoyer un projet en plusieurs parties, tu vois. Mais moi, ce que je voulais au travers de ça, c'était pas nécessairement faire de l'argent, mais c'était beaucoup plus dans une démarche déjà artistique et puis même de dire aussi aux gens, voilà, mon projet, il est censé vendre tant, je peux sortir aussi des projets et vendre beaucoup plus, peut-être même quasi le double, avec le même projet, tu vois.
Mais ça a toujours fait partie de mes stratégies de marketing. J'essaie toujours d'innover à ce niveau-là, en fait. Toi, tu as toujours été adepte des chiffres. Par exemple, Oxymore, c'est ton 7e album. Le nom de l'album fait 7 lettres. Exactement. Sur le 7e titre, c'est le titre éponyme, je crois. T'es bien renseigné. Et est-ce qu'on retrouve un peu ce délire des chiffres sur l'album qui arrive? Sur Taulier, non. Sur Taulier, il n'y a pas cette... Le truc autour du 7, c'est que c'était mon 7e album. Je l'ai sorti le 7/07/2017. Oxymore, ça faisait 7 lettres. J'ai mis des 7 partout dans les clips, etc. Mais ça, c'est juste une manière de rendre le truc un peu plus artistique, tu vois. D'apporter une plus-value au-delà de la musique. Mais non, ça y est, c'est une stratégie que j'ai déjà fait. Je pense qu'il faut passer à autre chose, il faut innover. Donc, ton nouvel album, il s'appelle Taulier. Un taulier, c'est un patron, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et je pense que de manière unanime, la plupart des gens dans le milieu te considèrent comme tel. Et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que tu as obtenu ce statut très vite et très jeune. Comment t'expliques ça? Parce que peut-être que j'ai fréquenté des artistes qui, pour l'époque, étaient des gens plus âgés que moi. Donc, du coup, les gens me référaient à ces artistes-là, comme la Mafia Qu'un Free, Street Lourd. Et j'ai fréquenté... à l'époque, j'ai tourné avec Kerry James, par exemple. J'ai fréquenté des gens beaucoup plus âgés que moi. Donc, du coup, les gens pensaient que j'étais de leur génération. Je pense que c'est beaucoup dû à ça, tu vois. Mais c'est aussi dû au fait que je travaille énormément. J'ai fourni énormément de projets pour une carrière de 10 ans. J'ai quasi jamais... j'ai sorti des projets à chaque année, peut-être quasi même tous les 6 mois. Tu vois, j'ai jamais véritablement pris Une pause. Mais une pause à part là récemment, après Salmon, où j'ai pris 1 an et demi, mais pour certains, 1 an et demi entre chaque album, c'est pas une pause, c'est normal pour eux, tu vois. Moi, j'ai toujours eu cette envie et ce besoin de sortir plus de projets pour justement pour pallier ce manque de médiatisation et avoir les mêmes résultats financiers que les autres. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça, donc ouais, sur 10 ans, je pense que les gens m'ont vu fréquenter des anciens artistes, alors que moi j'étais très jeune à l'époque, donc pour eux peut-être que je suis d'une autre génération, alors que pas du tout en vrai, tu vois. Je suis plus jeune que la plupart des artistes qui étaient de ma génération. Je parle de Lacrim, de Caris, de tous ces artistes-là, d'Ossé, la liste est longue, mais je suis le plus jeune de tous ces gens-là, en fait. Parce que moi, je me rappelle que plus jeune, je te voyais déjà dans mes premiers souvenirs de rap, et j'aimerais savoir c'était quoi les tiens. Mes premiers souvenirs de rap, waouh. Fab, IAM, la FF, Ideal J à l'époque. Après, il y a eu la Mafia Qu'un Free plus tard, mais mes plus jeunes souvenirs de rap, il me semble que c'était même des délires comme Kamel, d'Alliance Ethnique, tout ça. Hein. Comeback pour la fond qui claque. L'état des lieux est fait, donc des faux, je me les fais. Ras-le-bol des gens qui devant vous complimentent et qui derrière souhaitent votre descente. Donc, ne ratez pas le coche, car ce défaut peut très bien aussi toucher vos proches. Funk, revoilà la paire qui se veut funk. Prenez vos marques, car le duo redébarque. Okay. C'est vraiment les premiers trucs que je me suis mangé en France, c'est ces sons-là, en fait, tu vois. Des trucs très groove à l'époque, c'était la grande époque du groove aux États-Unis, avec des groupes comme, je sais pas moi, Groove Theory, tout ça. À l'époque des chanteurs, quoi, très R&B, très... Et moi, dès que je suis arrivé, je me suis mangé Alliance Ethnique. C'était pas mon premier coup de cœur dans la musique, mais c'était, on va dire, les trucs les plus populaires en rap de ce qui existait. C'est plus tard, après, que j'ai fait mes recherches, quand je suis tombé amoureux littéralement de cette musique, tu vois. Donc j'ai fait mes recherches. J'étais beaucoup plus rap carré aussi, tu vois. Mobb Deep, Wu-Tang, Tupac,
Et Eminem, même quand il est arrivé, tu vois, j'étais plus dans cette étude-là de rap américain, mais je connaissais aussi, j'avais aussi mon fief en France avec les IAM, NTM, etc., tu vois. Mais mes premiers souvenirs de rap, ouais, ça doit être ça, hein, je pense. Hein. C'est des trucs qui passaient à la télé à l'époque, des alliances ethniques, tout ça. T'avais quel âge à ce moment-là? Mais quand même, IAM, c'était plus important que Alliance Ethnique. Moi, ma vraie première baffe, c'est IAM. Bah, j'étais jeune, hein, j'avais, je sais pas, je devais avoir 10, 11 ans, comme ça, tu vois. Pour revenir sur ton album, j'aimerais savoir dans quel état d'esprit quand tu commences la conception. Dans quel état d'esprit? Je suis reposé, je suis au Maroc. J'avais déjà la suite, en vrai. Hein. Je savais que je voulais l'appeler Taulier parce que je suis passé de Salmôme à Taulier. Justement, il y a toujours ce pont aussi à travers mes projets, il y a cette continuité un peu, d'essayer de mettre une ligne directrice à chaque projet pour que tous mes projets restent cohérents, tu vois. Donc, je suis passé de Salmôme à Taulier. Pour moi, c'était naturel. J'ai commencé ça dans un état d'esprit détendu, sans pression. Sans aucune pression, sans objectif, sans faire de la musique, quoi, tu vois. Et je pense que ça donne un charme de ouf à cet album, justement. Le fait que je l'ai pas fait de manière professionnelle, entre guillemets, tu sais, le circuit habituel, quoi. Faire des albums, avoir un rendu, avoir la pression du travail et tout. J'ai pas eu cette pression-là, en fait. Je travaillais tranquille. Et du coup, le premier extrait, il a été dévoilé chez Colors. Papa fait le pitre. Je suis sur la terrasse d'un hôtel chic, en face de moi des SDF qui me regardent dépenser le fric. J'ai mal au cœur, j'ai pas passé le pire. Je suis malheureux, mais ils sont morts de rire quand papa fait le pitre. Doué dans la violence, c'était le père, t'es le fils. J'aurais percé dans ce rap de merde, même si j'avais pas fait de fil. Et je trouve que ça fait un peu écho au premier extrait de Salmôme, où c'était en double appel, je crois. Et dans le sens où tu t'adresses à tes enfants dans le morceau. Ça, en double appel, c'était Stupéfiant. Ah, Stupéfiant, pardon. Du coup, dans Papa fait le pitre, tu t'adresses à tes enfants. Et dans le clip En double appel, t'es avec tes enfants en Grèce qui essayent de te retrouver. Est-ce que le parallèle, il est volontaire ou pas du tout? Absolument pas. Mais Papa fait le pitre, pour l'histoire, c'est un morceau de 5 minutes où j'écris absolument tout ce qui me passe par la tête. Et c'est un morceau qui était prévu pour mon album de base. Et j'ai trouvé ça intéressant de l'envoyer à Colors parce que j'avais jamais vu véritablement de morceaux comme ça, de 5 minutes non-stop. Les gens, quand ils envoient un Colors, en général, les artistes, ils veulent envoyer un hit, c'est quelque chose qui reste en tête, etc. Moi, je voyais pas du tout ça comme ça, en fait. J'ai plus vu ça comme bon, voilà, t'as un micro, t'as un fond rouge. Et après, bah, faut habiller le Colors. Donc, le seul habillement, pour moi, plausible et véritable, c'est le travail du texte. Donc, pour asseoir cette présence, il fallait un texte plus profond que ce que je fais quand j'envoie des singles, tu vois. Je trouvais ça intéressant d'envoyer quelque chose qui n'a jamais été fait à Colors. J'aimerais qu'on parle rapidement de tes 2 enfants. Donc, tu as 2 fils. Je voulais savoir, est-ce qu'ils écoutent du rap? Ouais, il commence. Hein. Mon fils Djihad, il commence. Après, bon, j'ai mon fils Wahid, lui, qui est autiste et qui est complètement déconnecté de la musique. Il kiffe, mais c'est pas ses centres d'intérêt, tu vois. Mais mon fils Djihad, le plus grand, oui, il commence à kiffer. Il voit qu'il y a Travis Scott sur Fortnite. Il est hypé, tu vois. Il a ce truc il a cette fibre musicale. Il a de très bons goûts. Mais il est pas... Ça ne le branche pas spécialement, ce milieu, tu vois. Mais du coup, toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu essayes de les préserver? Ou au contraire, ils se rendent compte de ce que tu fais, du coup, t'es plus laxiste? Je les préserve, justement, du fait est que ils se rendent compte aussi. Récemment, je les ai emmenés au Zénith, tu vois, pour qu'ils voient aussi l'envergure du truc. Ça fait 10 ans que je fais ça, tu vois, je peux pas le cacher, en vérité. Mais là où c'est positif et que c'est bien, c'est que mon plus grand, en tout cas, lui, pour le coup, il est attentif, mais pas trop. Il a conscience, mais
Pour lui, c'est normal, quoi. Mon père, c'est un artiste. Voilà, quoi. Ouais, il a grandi avec ça, du coup. Il a grandi avec ça, donc du coup... et puis moi, je les préserve, je les laisse pas écouter n'importe quoi non plus, tu vois. Que ce soit même sur mes morceaux, moi, je leur demande de pas écouter du tout, tu vois. Bon, après, il le fait en cachette. Comme tous les membres de ma famille. De toute façon, j'ai toujours plus ou moins préservé les gens de ma famille. J'ai pas trop envie qu'ils aient les yeux sur ce milieu-là, qui pour moi n'est pas un milieu propre dans tous les sens du terme. Après, notre culture elle a énormément de valeurs et de principes, mais on dit des gros mots, par exemple, tu vois. J'ai pas envie que mes enfants non plus... Après, on va te dire oui, mais les enfants des gens, mais faites attention à vos enfants dans ce cas, tu vois. Moi, la musique que je fais, elle est faite pour les gens de ma génération, qu'ils aient 16, 17 ans jusqu'à 45 ans. Je pense que tout le monde peut comprendre à peu près cette musique-là, mais quand même, mon fils, il est assez jeune, il a 8 ans. J'ai pas envie qu'il apprenne des gros mots trop vite. J'ai envie de les préserver, de les garder dans un cocon, tu vois. Et tu parles souvent dans tes morceaux de l'importance d'avoir un père. Et je veux savoir quelles valeurs, justement, tu essayes de leur transmettre. J'essaie déjà de leur montrer que c'est pas tout le monde qui a un père, tu vois. Mon fils, il a conscience de ça. Son papa, il n'a pas eu de papa, voilà. Il connaît la valeur, l'importance d'avoir un papa aussi, tu vois. Et j'essaie de leur montrer, moi, j'essaie d'être le plus simple, le plus cool possible avec mes enfants, tu vois. J'ai envie qu'ils vivent une enfance moins difficile que la mienne, tu vois. Qu'ils n'aient pas de problème d'adulte, comme on a pu en avoir nous ou autres, tu vois. Donc j'essaie de les préserver au maximum. J'essaie de les préserver, j'essaie de faire comprendre à mon fils que c'est important qu'il ait un papa, tu vois. Et que c'est pas tout le monde qui a un papa. Je l'ai ramené récemment dans un orphelinat, à Marrakech, tu vois, pour lui montrer, voilà, il y a des gens, ils n'ont pas de papa. Il faut que tu saches qu'il y a des gens il y a des enfants qui sont même plus jeunes que toi, il y a des bébés, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman, ils sont là, ils sont dans un orphelinat. J'essaie de leur faire vraiment prendre conscience de cet aspect-là, d'avoir de la chance d'avoir des parents. Voilà. Pour revenir un peu sur ton album, j'aimerais parler de la tracklist parce qu'elle est très variée. On trouve Alpha One, Le Grand des Toto, Taiki, mais aussi Sofiane Pamar, Niska et Tif, un rappeur... Tig. Ouais, Tig. TIG. Ah, c'est TIG, ok. Ouais, voilà. Donc, El Grand des Toto, c'est un rappeur marocain. Est-ce qu'à l'avenir, tu envisages de faire d'autres collabs internationales? J'ai déjà fait. J'ai fait un autre morceau avec un artiste marocain. Je peux pas le dire parce que c'est sur son projet. Donc, je sais pas quand il dévoilera... mais j'ai déjà fait, j'ai des propositions. Et j'ai toujours été ouvert, moi, aux collaborations, que ce soit à l'inter ou autre, tu vois. J'ai jamais été fermé à ça. Il y a une phrase que tu as dit dans un morceau, c'est « Vous aimez les rappeurs que quand ils sont pauvres, quand ils sont riches, vous dites qu'ils sont devenus gays ». C'est une réalité. Est-ce que tu penses pas qu'un rappeur qui est installé, il va peut-être moins s'impliquer dans sa musique que s'il était assez... Pas forcément. Surtout que le rappeur qui est installé, il doit éternellement prouver. Je pense que le premier album, pour un jeune artiste, c'est plus facile. Parce que tu arrives, voilà, tu proposes une couleur, tu proposes quelque chose. Mais derrière ça, après, il faut revenir, il faut reprouver, il faut montrer que tu sais te renouveler. Donc je pense que les artistes sont beaucoup plus impliqués dans leur musique et donc ça rend leur musique un peu moins authentique, je pense, et donc les gens le ressentent. Mais en réalité, un artiste qui sort un premier album, qui marche, sa seule préoccupation, c'est de savoir combien de temps ça va durer, tu vois. Donc en général, quand ils refont des projets, les projets sont même plus qualitatifs pour moi, tu vois. Mais comme la première proposition, elle plaît aux gens et que voilà, ils proposent cette couleur-là, entre guillemets, et puis du jour au lendemain, s'il change de couleur, les gens ne vont pas être d'accord avec lui. Pour eux, c'est ça, tu vois. Mais quand je dis que vous aimez les artistes que quand ils sont pauvres, quand ils sont riches, vous dites qu'ils sont devenus gays, c'est pour de vrai, tu vois. Moi, je pense que tous les artistes, ils te le diront ici devant ta caméra, que quand ils croisent des gens, la plupart des gens, ils vont dire « Ah, moi, je préférais ton premier album ». Tu sais, les gens, ils ont cette nostalgie, en fait, de comment ils t'ont connu, tu vois. Et si tu leur proposes autre chose, ça perd en cohérence pour eux. Parce qu'eux, ils t'ont apprécié pour ça.
Tu vois, c'est comme si tu leur ramènes que de la soupe et du jour au lendemain, tu leur ramènes du chocolat, ils ne comprennent pas. On aimait bien, nous, notre soupe, tu vois. Et donc, je pense que c'est plus dû à ça, tu vois. Mais il fallait quand même que je précise qu'il y a beaucoup d'artistes, vous préférez quand ils sont pauvres, tu vois. Quand ils sont riches, ça y est, ils sont arrivés, ça y est, leur musique, elle a changé, ça y est, ils ont changé, alors que pas du tout, tu vois. Moi, je pense pas que c'est comme ça. Donc, c'est pour ça, c'est simplement pour ça, en fait. Parce que Alpha One, qui est présent sur le projet, lui, il avait exactement l'inverse de ce que tu dis dans un de ses morceaux. Il disait, il se posait la question pourquoi les artistes ils deviennent nuls quand ils deviennent riches. Mais du coup, j'aimerais parler de votre collaboration. Je veux savoir déjà comment la connexion elle s'est faite. La connexion, elle s'est faite simplement. On l'a contacté, il est venu. Voilà, moi, j'avais pas forcément cette idée de départ de mettre Alpha One dans l'album. On a eu une réunion avec mon équipe. Ils ont pensé que ce serait intéressant. Moi, je connaissais pas forcément trop ce qu'ils faisaient non plus, tu vois, je vais pas te mentir. Donc, j'ai écouté, etc. J'ai jugé que c'était très cohérent, en fait. Tu vois. On est issus du même milieu, très rap. Et on se comprend même dans tout ce qui est aspect technique, écriture, etc. On a les mêmes bases, en fait. On est quasiment de la même génération aussi, tu vois. Donc, du coup, je pense que c'était cohérent. La connexion, elle s'est faite tout simplement. Mais lui, il dit l'inverse. Il dit l'inverse de ce que je dis par rapport au rappeur. Donc, il y a un constat qui est fait, tu vois. Il a posé une question, j'ai reposé une autre question, entre guillemets. Il a appuyé sur le fait que pourquoi les rappeurs deviennent nuls, et moi, je réponds peut-être à cette phrase-là indirectement, sans la connaître, tu vois. Mais pour moi, c'est cohérent. Et parce que aujourd'hui, Alpha One, il y a plein de gens qui le considèrent comme un des rappeurs les plus chauds en ce moment. Et toi, est-ce que quand tu fais un feat avec ce genre d'artiste, tu vois ça comme une compétition? Non, pas forcément, en fait. Je vois ça comme je sais que j'ai un client devant moi, tu vois, je sais que c'est sérieux. Mais moi, j'ai toujours fait des morceaux dans l'objectif de ne pas m'afficher, surtout. Moi, le principal, c'est pas qu'on dise oui, il a mieux rappé que lui ou il a moins bien rappé que lui. Moi, l'objectif, c'est que je m'affiche pas, en fait. Et j'ai toujours proposé des choses quali, très quali, même dans mes projets en solo, etc. J'essaie de proposer des choses nouvelles, etc. Donc, quand moi, on m'appelle, je sais pourquoi on m'appelle. On m'appelle pour performer. La plupart des gens qui m'ont appelé pour leur projet, que ce soit Gims ou autres, ils m'ont appelé pour performer, pour montrer des flows, C'est une sorte de compétition saine, en fait, tu vois. Et c'est ce qui fait que des fois, on a cette arrogance de dire « Oh, il n'y a personne qui nous éteint sur la Tu le dis sur l'album. Je le dis, tu vois, mais c'est cette arrogance-là, justement. Ça tourne autour de cette compétition saine, entre guillemets, tu vois. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé me boire en featuring, tu vois. Mais moi, on me réfère toujours à ça, à ce côté compétitif. Ça veut dire, dès qu'un artiste il m'appellera pas pour faire un hit radio ou autre. Lui, ce qu'il veut, c'est Niro qui rappe. Et il veut se confronter à ce truc de compétition. Voilà, moi, je veux tester Niro, voir ce que je peux faire face à lui. Parce que dans la tête des gens, je suis dans un rap de compétition, alors que pas du tout, tu vois. J'ai fait des morceaux avec, par exemple, Soul King, où c'est pas du rap. Et le morceau, il match, il fonctionne à mort, tu vois. Mais j'ai toujours cette impression que les gens ils m'appellent pour ce côté compétition, ce côté rap, très rap, tu vois. Mais j'accepte, et je viens, et puis l'objectif, c'est de faire un bon titre. Encore une fois, je veux étouffer personne, je veux effacer personne, mais personne ne m'effacera, ça, c'est sûr. En tout cas, je me bagarre pour. Pour finir, j'aimerais qu'on parle un peu de ta fanbase. Je sais qu'elle est ultra engagée, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Mais assez paradoxalement, toi, tu as une certaine animosité envers les réseaux sociaux. T'en parles, par exemple, dans le morceau Millennials. Une génération de merde qui passe sa vie sur Snap et Insta. Tous prêts à monter sur les autres pour pouvoir passer un stade. C'est devenu un commerce d'avoir un comportement de commère. C'est pas la rue ça, je serai jamais comme vous, niquez vos mères. Ils font les voyous sur le net, ensuite appellent le 17. Si tu leur enlèves la 4G, ils disparaissent aussi secs. C'est tous devenus des maudits, donner son cœur c'est risqué. Aucun honneur, aucun principe, tout le monde se met des disquettes. Je voulais savoir, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? J'ai pas d'animosité particulière avec les réseaux sociaux. Après, moi, ce que je pense des réseaux sociaux, c'est que ça a du bon comme ça a du mauvais, comme tout le reste, tu vois. Mais le mauvais, il est très néfaste. Je pense notamment
Je pense que les réseaux sociaux, c'est bien quand tu as quelque chose à vendre. T'as capté? Quand tu as un business à développer, quand tu as des contacts, t'as des contacts à préserver, tu vois. Je pense que c'est bien les réseaux sociaux pour ça, pour quand tu proposes quelque chose. Mais si c'est réseaux sociaux juste pour se clasher, s'insulter au travers de vidéos, etc., ça devient très néfaste parce que même au-delà de ça, moi je pense souvent aux gens qui s'insultent tout le temps, qui font des vidéos interposées, etc. Je pense à leurs enfants, moi, pour plus tard, tu vois. Je pense à leur famille. Moi, je pourrais pas venir sur Internet et insulter les gens comme ça gratuitement, en sachant que les gens, ils ont des familles, ils ont des enfants, Toi, si j'ai un problème avec toi, je vais le régler avec toi, en fait. Je vais pas exposer toute ma vie. Oui, regardez, je suis en embrouille avec lui. Moi, je trouve que c'est surtout ce truc-là qui est très néfaste, ce truc de hagra un peu, tu vois, de se foutre de la gueule des gens, tu vois, quand c'était sur les réseaux, tu sais, montrer des vidéos de mecs qui se font hagar, qui se font piétiner, à qui on enlève de l'intégrité, au final, tu vois. Et moi, je pense toujours aux familles de ces gens-là, aux gens qui sont à côté, aux amis, etc. Et donc, pour ça, c'est très néfaste, les réseaux sociaux, quand c'est mal utilisé. Les buzz, les histoires de buzz, etc. Parce qu'un buzz, ça s'étouffe. Voilà, ton buzz, il va faire une semaine, tu vas t'étouffer. Mais après, les vidéos restent. Ce que tu as fait, ça reste. Je pense que la plupart des mecs ou des meufs qui sont rentrés dans des conflits comme ça sur Internet, aujourd'hui, ils le regrettent à mort, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est très néfaste, pour moi, les réseaux sociaux. Les gens vivent pour l'apparence, aujourd'hui. Avant, c'était moins le cas. C'était déjà le cas. On portait de la marque, on voulait être bien habillé, etc. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus affirmé. Les gens, ils ont besoin de vivre pour les apparences. C'est surtout ce côté-là que je trouve négatif. Mais en réalité, les réseaux sociaux, c'est positif de ouf. Si c'est bien utilisé, c'est bien pour s'informer, pour enrichir sa culture générale, pour développer un business, c'est bien. Mais pour tous les autres trucs, les à côté, tu sais, faire des choses qui nuisent à la banlieue, qui nuisent à notre communauté, tu sais, je trouve ça éclaté, moi, tu vois. Moi, les réseaux sociaux, ça doit être un business et ça doit être quelque chose qu'on doit maîtriser, qu'on doit contrôler, tu vois. On n'a pas 14 ans. Donc voilà, pourquoi. Mais j'ai pas forcément d'animosité envers les réseaux. Je m'en fous, en vrai. Tu vois. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je garde quand même ce recul qui est nécessaire pour me préserver moi et puis préserver ma famille et mon business aussi, tu vois. Parler dans le vent, tirer des mots en l'air, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis venu te voir, c'est dans un cadre, je défends un album, j'ai des choses à vendre. Mais faire une interview gratuitement comme ça, juste pour dire je suis là, coucou, ça ne m'intéresse pas, moi. Tu vois. Donc voilà pourquoi, entre autres, j'ai des petits problèmes avec les réseaux sociaux. Mais c'est pas... Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Et l'année dernière, tu as fait une tournée avec un concert au Zénith. C'est la première fois que tu faisais une grosse scène solo. C'était comment? C'était pas la première fois. J'ai fait l'Olympia avant. J'ai quand même pas mal tourné dans des salles en France, qui sont des salles très correctes. Mais le fait est de faire le Zénith, c'était pour moi une forme de consécration, tu vois. Dû au fait que, bon, voilà, je l'ai fait sans radio, je l'ai fait sans énormément de moyens médiatiques, tu vois. C'est un accomplissement. Et j'étais vraiment très fier, il y avait ma famille qui était là. Et pour moi, c'est un accomplissement. Et je suis très fier, très très fier d'avoir fait cette date parisienne. Et j'ai tourné, j'ai été partout, etc. J'ai vu mon public, ça fait du bien de voir les gens qui te suivent aussi, tu vois, de partager quelque chose avec eux. Et ça m'a fait énormément de bien. Et est-ce qu'on aurait le droit à une tournée pour ce projet ou... Oui, c'est déjà en cours. On a pas mal de festivals. Cette année, je vais faire surtout des festivals un peu partout en France, tu vois. Donc, on le rappelle, ton album Taulier, c'est le 12e. Il est disponible dès maintenant, donc allez l'écouter. Merci beaucoup, Niro. Merci à toi, frérot.